Au Canada, un chant nationaliste canadien-français. Les nationalistes québécois sont généralement allergiques à l'eau Canada parce qu'ils associent ce chant au fédéralisme pan-canadien. Mais ils oublient que l'eau Canada était à l'origine un hymne national strictement canadien-français, comme le prouve le fait qu'il a été joué pour la première fois à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste en 1880. Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, Théodore Robitaille, avait formé un comité pour choisir un chant patriotique qui pourrait illustrer l'âme de la race française d'Amérique. La sélection ne fut pas difficile, car un seul projet fut présenté au comité, l'Eau Canada. Mais c'était une composition géniale qui souleva immédiatement l'enthousiasme de tous les Canadiens français. À cette époque, le Canada n'avait pas d'hymne national. On chantait tout simplement le God Save the Queen, l'hymne royal de l'Empire britannique. Les Canadiens français ne s'identifiaient pas tellement aux monarques qui les avaient conquis en 1760. Ils opposaient parfois la Marseillaise au God Save the Queen, mais le caractère révolutionnaire et au fond étranger de l'hymne national français ne correspondait pas à l'esprit catholique et conservateur de notre peuple. Il fallait trouver autre chose. La musique d'Au Canada a été composée par Calixa Lavallée. Ce musicien s'inspirait du style romantique français du milieu du 19e siècle. Il aurait voulu fonder un conservatoire de musique au Québec, mais il ne réussit pas à obtenir l'aide financière du gouvernement. Le Québec était alors une société coloniale qui n'offrait pas beaucoup de possibilités aux artistes de talent. Calixa Lavallée dut s'exiler aux États-Unis. Il s'est engagé comme musicien dans l'armée nordiste durant la guerre de Sécession. Il a ensuite dirigé l'Opéra de New York et il a fini comme maître des orgues de la cathédrale catholique de Boston. Son œuvre mériterait sans doute d'être découverte, mais l'histoire n'a guère retenu que son Au Canada. Les paroles d'Au Canada ont été rédigées par Adolphe Basile Routhier, un juriste et un homme de lettres qui enseignait à l'Université Laval. Routhier était un catholique ultramontain qui prônait la suprématie de l'Église sur l'État. Les paroles de la version anglaise d'Au Canada ont été rédigées par Robert Stanley Weir, un professeur de droit de l'Université McGill, à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec en 1908. Mais les Canadiens anglais n'adopteront cet hymne qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le texte anglais d'Au Canada est complètement différent du texte français. Les deux versions ne parlent tout simplement pas du même peuple. L'hymne national du Canada reflète la dualité de ce pays. L'Eau Canada a été utilisé officiellement par l'État fédéral pour la première fois en 1939 lors de la visite du roi d'Angleterre George VI qui venait s'assurer de l'appui de son dominion dans la guerre européenne qui pointait à l'horizon. Mais les Canadiens anglais resteront plus attachés à l'hymne britannique qu'à l'hymne canadien jusque dans les années 1960. En 1980, une loi du Parlement fédéral a proclamé l'Eau Canada hymne national du pays, tout en réservant au God Save the Queen ou The King le statut d'hymne royal du Canada et dans une version bilingue en vertu de la loi sur les langues officielles. La loi n'a toutefois retenu que le premier couplet du texte d'Adolphe Basile Routhier. Les autres couplets sont aujourd'hui politiquement incorrects. Ils sont trop catholiques et trop français au sens ethnique du terme. Analysons le sens du texte intégral d'Au Canada. Le premier couplet se lit comme suit. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur, de foi trempée, protégera nos foyers et nos droits. Le mot Canada ne doit pas s'entendre au sens actuel de la Fédération canadienne, mais dans le sens qu'il avait au temps de la Nouvelle-France et qu'il conserva encore en 1880, au sens de la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire du Québec actuel. Sous le régime français, le Québec s'appelait Canada, les provinces maritimes Acadie et l'Ontario Pays d'en haut. La critique interne du texte de Routhier montre qu'il ne parlait pas des plaines de l'Ouest ni des montagnes rocheuses.
Nos aïeux habitaient les seigneuries des deux rives du Saint-Laurent et non pas le Canada actuel d'un océan à l'autre. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Dans son fameux rapport publié en 1839, Lord Durham avait insulté les Canadiens français en les qualifiant de peuple sans histoire ni littérature. François-Xavier Garneau a réfuté ce mensonge en publiant une remarquable histoire du Canada en 1845. L'Eau-Canada s'inscrit dans le culte de notre histoire nationale, à l'instar de la devise de la province de Québec, qui a été gravée par Eugène-Étienne Taché au fronton de l'Assemblée nationale, « Je me souviens ». Car ton bras sait porter l'épée, éloge de tous les héros militaires de la Nouvelle-France, Dollard des Ormeaux, Pierre Lemoyne d'Iberville, Madeleine de Verchères et combien d'autres. Il sait porter la croix, allusion évidente à l'œuvre d'évangélisation des Amérindiens par les courageux missionnaires français. Ta valeur de foi trempée, pour nous rappeler que la foi chrétienne soutenait le courage et l'audace de nos ancêtres dans la colonisation du Nouveau Monde. Protégera nos foyers et nos droits. Adolphe Basile Routier parle ici des droits nationaux que les Canadiens français ont défendus après la conquête anglaise, la religion catholique, la langue française et le droit civil français. Le deuxième couplet se lit comme suit. Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant. Il est né d'une race fière, béni fut son berceau. Le ciel a marqué sa carrière dans ce monde nouveau. Toujours guidé par sa lumière, il gardera l'honneur de son drapeau. Le fleuve géant, c'est le Saint-Laurent, qui constitue l'épine dorsale de l'espace géopolitique du Canada français. Il faut comprendre le mot canadien dans le sens qu'il avait au 19e siècle, c'est-à-dire au sens du peuple franco-catholique qui descendait des colons de la Nouvelle-France. Le terme canadien-français ne s'est imposé qu'au début du 20e siècle. Il fut remplacé par québécois dans les années 1960. Et de nos jours, on parle même de québécois francophones. Je ne connais pas d'autre peuple qui ait changé aussi souvent de nom et dans un laps de temps aussi court. Notons le caractère de plus en plus réducteur de cette évolution terminologique. L'écrivain indépendantiste Raoul Leroy invitait ses compatriotes à récupérer leur véritable nom, canadien. On est canadien ou bien on l'est pas, disait une vieille chanson folklorique. Raoul Leroy voulait que le Québec se sépare de la Fédération outaouaise, comme il disait, et qu'il prenne le nom de République du Canada. Mais alors, quel serait le nom des 9 autres provinces? Sans importance, répondait-il. Les citoyens du Dominion of Canada se trouveront bien un nom. Raoul Leroy avait raison. Il était animé par un véritable esprit de reconquête. Les Québécois devraient se décoloniser en se réappropriant leurs symboles identitaires traditionnels, la feuille d'érable, le castor, le nom de Canadien français et même l'Eau-Canada. Le terme québécois nous a lui-même été volé. Les anglo-ethniques de Montréal se disent maintenant québécois plutôt que canadian. Rappelons-nous le subtil jeu de mots du slogan fédéraliste au référendum de 1980. Mon nom est québécois. Notons au passage que les Canadiens anglais disposent d'un hymne national à leur image, le Maple Leaf Forever. Ce chant patriotique a été composé par Alexander Muir en 1867 à l'occasion de la naissance de la Confédération. Les paroles originelles célébraient la gloire de l'Empire britannique et la victoire des plaines d'Abraham. Wolfe, héros intrépide, planta le drapeau de Britannia sur le beau domaine du Canada. On n'oserait plus guère chanter cet hymne de nos jours. En 1997, le néo-canadien d'origine roumaine Vladimir Radian composa sur la mélodie du Maple Leaf Forever de nouvelles paroles qui éliminaient toutes les références à l'héritage britannique et qui soulignaient plutôt le caractère multiculturel du pays. De l'Orient et de l'Occident, nos héros sont venus pour vaincre la peur, le froid et la haine, pour protéger les faibles, défendre vos droits et construire ensemble cette terre. Notons que l'auteur écrit « vos droits » et non pas « nos droits », comme s'il ne s'adressait qu'aux immigrants.
Le pauvre Canada anglais est définitivement entré dans l'ère post-nationale de Justin Trudeau. Mais revenons au texte de notre hymne national. Il est né d'une race fière. On ne peut pas être plus clair. S'il avait voulu parler d'un Canada bilingue et biculturel, Adolphe Basile Routier aurait dit « Il est né de deux races fières, les Anglais et les Français ». Mais il a écrit « une race fière ». Il s'agit évidemment de notre unique mère patrie, la douce France. Béni fut son berceau. La première chose que fit Jacques Cartier en débarquant à Gaspé en 1534, ce fut d'ériger une croix ornée d'un blason à fleurs de lys. Toujours guidé par sa lumière, c'est la lumière de la Sainte Église catholique romaine. Il gardera l'honneur de son drapeau. De quel drapeau Adolphe Basile Routier voulait-il parler? En 1880, les Canadiens français n'avaient pas encore de drapeau national. Ils ne s'identifiaient pas à l'Union Jack britannique, ils arboraient parfois le tricolore français, mais l'auteur d'Au Canada, qui était un fervent catholique, n'avait sûrement pas beaucoup de sympathie pour l'étendard de 1789. Quant au carillon Sacré-Cœur, qui est l'ancêtre immédiat du fleur-de-lysée, il ne pouvait s'agir de lui puisque ce drapeau n'apparaîtra qu'en 1902. En fait, la question du drapeau national canadien-français ne sera réglée qu'en 1948, lorsque le premier ministre Maurice Duplessis fera du fleur-de-lysée l'étendard officiel de la province de Québec. Mais on pourrait penser qu'en 1880, Adolphe Basile Routier parlait du drapeau royal français blanc à fleurs de lys. Comme tous les ultramontains, Routier était en faveur d'une monarchie pour la France. Aurait-il rêvé secrètement d'un retour du Canada sous la couronne des Capétiens? Ce n'est pas impossible. L'Au Canada se ferait ainsi l'écho du beau poème d'Octave Crémazie, Le drapeau de Carillon, publié en 1858. Mes compagnons d'une vaine espérance, berçant encore leur cœur toujours français, les yeux tournés du côté de la France, diront souvent, reviendront-ils jamais? Le troisième couplet se lit comme suit. De son patron, précurseur du vrai Dieu, il porte au front l'auréole de feu. Ennemi de la tyrannie mais plein de loyauté, il veut garder dans l'harmonie sa fière liberté, et par l'effort de son génie, sur notre sol asseoir la vérité. De son patron précurseur du vrai Dieu, c'est Saint Jean le Baptiste, le patron de la nationalité canadienne-française, comme le précisait le bref du pape Saint Pie X, qui lui accorda ce titre en 1907. Saint Joseph est le patron de tout le Canada. Sainte Anne, la patronne de la province de Québec. Notre-Dame de l'Assomption, celle des Acadiens. Saint Georges est le patron des Anglais, et Saint Patrick celui des Irlandais. Notre pays ne manque pas de saints protecteurs. Mais il faut souligner le caractère ethnique de la Saint-Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de la fête nationale des Québécois au sens de tous les citoyens qui habitent le territoire du Québec, quelle que soit leur race, leur langue ou leur religion. Il s'agit bien de la fête nationale des Canadiens français, qui sont de race blanche, de langue française et de religion catholique. C'est la fête d'une nationalité ethnique et non pas civique. Ennemi de la tyrannie. Adolphe Basile Routier parle ici des patriotes de 1837. Les rébellions étaient encore fraîches à la mémoire de ses contemporains. Les Canadiens français, dit-il, se sont légitimement opposés à la tyrannie des mauvais gouverneurs coloniaux qui favorisaient les abus de l'oligarchie anglo-protestante. Mais ils étaient néanmoins pleins de loyauté envers l'Empire britannique, puisqu'ils l'ont vaillamment défendu contre l'invasion américaine en 1812. Il veut garder dans l'harmonie sa fière liberté. Selon Routier, la défense des droits nationaux des Canadiens français ne menace pas les droits des Anglais. Notre peuple est pacifique par essence. Il recherche l'harmonie plutôt que la confrontation. Il respecte les droits des étrangers, mais pas au point de leur sacrifier sa propre liberté. Et par l'effort de son génie, c'est le génie de la culture française qui a tant apporté à la civilisation universelle. Sur notre sol asseoir la vérité.
La mission providentielle des Canadiens français n'est-elle pas d'offrir au monde un modèle nord-américain de civilisation chrétienne et latine? Le quatrième et dernier couplet se lit comme suit. Amour sacré du trône et de l'autel, remplis nos cœurs de ton souffle éternel. Parmi les races étrangères, notre guide est la loi. Sachons être un peuple de frères sous le joug de la foi. Et répétons comme nos pères le cri vainqueur pour le Christ et le roi. Le trône et l'autel, en bon catholique ultramontain, Adolphe Basile Routier défend la doctrine de l'union de l'Église et de l'État. Il s'oppose ainsi au régime constitutionnel canadien qui avait proclamé en 1852 le principe de la non-confessionnalité de l'État. Parmi les races étrangères, voilà un passage qui ferait scandale de nos jours si on osait encore le chanter. Le mot race doit s'entendre au sens de nationalité ou de groupe ethnique. Dans le Québec de 1880, on en comptait 4, les Canadiens français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Les symboles identitaires des 4 nations se retrouvent sur le drapeau officiel de la ville de Montréal, adopté en 1939. Le lys de France, la rose d'Angleterre, le chardon d'Écosse et le trèfle d'Irlande. Le tout sur un drapeau de l'Angleterre, un étendard blanc marqué de la croix rouge de Saint-Georges. On voit quel groupe ethnique dominait à Montréal. En 2017, on a rajouté un pain blanc sur un cercle au milieu de la croix pour représenter les Amérindiens. C'est probablement une référence au cercle de vie de la spiritualité autochtone. Le paganisme se superpose au christianisme. Notre guide est la loi. Adolphe Basile Routier a retenu la leçon de 1837. Les Canadiens français doivent revendiquer leurs droits dans la légalité constitutionnelle, car tout conflit armé ne peut que tourner à l'avantage des Anglais. Sachons être un peuple de frères. Les Canadiens français doivent rester unis face aux Anglais. Cessons nos luttes fratricides, disait Honoré Mercier. Un peuple minoritaire ne peut pas se payer le luxe des divisions partisanes, qu'elles soient entre les bleus et les rouges, la droite et la gauche, les souverainistes et les fédéralistes. Sous le joug de la foi. Mon joug est doux et mon fardeau est léger, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Le Québec est-il plus fort depuis que la Révolution tranquille l'a prétendument libéré du joug de l'Église? Et répétons comme nos pères le cri vainqueur pour le Christ et le roi. De quel roi s'agit-il? Est-ce le roi d'Angleterre? Peu probable. On n'imagine pas nos pères crier « Vive le roi d'Angleterre ». De plus, c'était une reine qui était sur le trône en 1880. Serait-ce le roi de France? Mais il n'y avait plus de roi en France depuis 1848. La finale d'Au-Canada est volontairement ambiguë. Routier espérait peut-être qu'un futur roi de France vienne reconquérir le Canada. Mais s'il l'avait dit clairement, il aurait pu être accusé de haute trahison envers Sa Majesté britannique. Cependant, il ne faut pas extrapoler. Adolphe Basile Routier était un poète, pas un terroriste. Il ne se préoccupait sans doute que de la beauté du dernier vers. Mais il est dommage qu'il n'ait jamais publié sa propre interprétation des paroles d'Au-Canada. Jetons maintenant un coup d'œil sur la version anglaise. Le texte de Robert Stanley Weir n'a rien à voir avec celui d'Adolphe Basile Routier. Les deux versions parlent du même territoire, mais pas du même peuple. La dualité canadienne apparaît au grand jour. Voici la traduction française de la version anglaise. Au Canada, notre maison est notre terre natale. Le véritable amour patriotique en chacun de nous commande. Avec les cœurs rayonnants, nous te voyons t'élever. Le vrai Nord fort et libre, de loin au Canada, nous montons la garde pour toi. Que Dieu garde notre pays glorieux et libre, au Canada, nous montons la garde pour toi. Au Canada, nous montons la garde pour toi. La version anglaise d'Au Canada parle d'un territoire que l'on associe à la force et à la liberté. Il ne parle pas d'un peuple. Il ne contient aucune allusion aux origines du pays, ni anglaises ni françaises. C'est un pays nordique, fort et libre, mais quel peuple l'habite? Le nationalisme canadien-anglais est territorial et non pas ethnique. En fait, ce n'est pas un nationalisme, car un véritable nationalisme ne peut être qu'ethnique. C'est au mieux un patriotisme civique.
c'est l'attachement d'une population cosmopolite à un espace géographique et à ses institutions politiques. Pour conclure, les Québécois nationalistes devraient se réconcilier avec l'Haut-Canada en se rappelant que c'est un hymne identitaire canadien-français. On pourrait même le qualifier d'hymne séparatiste, puisqu'il défend des valeurs radicalement opposées à celles de la Fédération canadienne, le nationalisme ethnique et la foi catholique. Si nous en comprenons le véritable sens, nous pouvons le chanter avec fierté, surtout dans la version intégrale des 4 couplets qui sont très politiquement incorrects. Salutations patriotiques et union de prière.